Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bien voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous avez tout compris, hein, et nous sommes d'ailleurs très heureux, très ravis de vous retrouver ce vendredi soir, hein, dans le cadre de votre talk show qui nous permet tous ensemble de démarrer le week-end sans anicroche après une semaine de dur labeur. Et généralement, vous savez, qui dit vendredi dit début du week-end, et c'est un week-end forcément qui s'annonce, whisky sous la champagne, tout feu, tout flamme. Et c'est bien sûr votre programme Le Monde en Relation qui démarre à l'instant même. Et bien sûr, chers téléspectateurs, jusqu'à 17h passé de 52 minutes, vous aurez droit à vos articulations habituelles. Vous aurez vu sur la toile, vous aurez notre rubrique qui concerne à recevoir. L'invité sur ce plateau viendra naturellement nous parler de ses activités, viendra nous parler de tout ce qui tourne autour de lui. Et lui, c'est tout simplement Abbé Jean-Paul Ndidjok. Il est d'ailleurs écrivain. On en saura davantage sur lui dans un très court instant. Et bien évidemment, vous aurez ActuBuzz, détecteur des mensonges, et en ce qui concerne la thématique de cet après-midi, que pensez-vous de l'homosexualité? Que pensez-vous de l'homosexualité? On en parlera bien évidemment avec nos panélistes et naturellement avec notre invité. Landry Pierrette Massayoa qui est déjà confortablement installé sur ce plateau en attendant l'arrivée de Odile Paille. Bonne arrivée Landry. Merci Carlos. Bon début de week-end à toi. Merci bien. Comment tu vas? Très bien. Je me porte bien à toi. Dommage que les téléspectateurs ne puissent pas sentir l'odeur de ce parfum. Oh là là. Lequel? Quel parfum? La qualité du week-end qui s'annonce. Le style de week-end de ton côté. Voilà, je suis convaincu que ça va bien se passer de ton côté. Alors, de toutes les façons, j'espère également que ça se passera très très bien. Alors, déjà, nous sommes vendredi, nous sommes sur la route du week-end. Comment comptes-tu passer ce week-end? C'est vrai que Carlos, je traverse une période un peu très ambiancée parce que je suis en train de terminer mes travaux de fin de promotion du cours. Tu connais quelque chose, donc voilà, je suis pas très dans le mouvement ces derniers temps parce que je me concentre beaucoup plus sur ce côté-là mais après cela, rassure-toi, ça sera de la fête, ça sera des week-ends à Kribi, voilà, pourquoi pas Bastia, même en campagne. Là, on sera free là. On sera free. Tu vas me dire bonsoir à tous nos téléspectateurs chéris, à tous nos fan clubs Bakia, Kousseri, Douala et ceux de la diaspora. On va également saluer le président directeur du groupe La Météo, Monsieur Dieudonné Mvin, qui nous regarde sûrement quelque part. On dit bonsoir à la directrice d'Info Télévision, Aline Polobam. On n'oublie pas la directrice des programmes qui nous regarde depuis leur bureau. Et tous ceux qui ont choisi naturellement de nous regarder ce soir. D'accord, merci Landry Pierrette Massayoga, chers téléspectateurs. Vous qui nous rejoignez à l'instant, vous faites bien, vous n'avez encore rien loupé. C'était que, en fait, c'était une façon pour nous de planter les décors, mais bien avant, de rentrer véritablement dans le vif du sujet. Permettez de vous présenter la forte et dynamique équipe qui nous accompagne dans la production de ce talk show. Il y a Élise Yanda qui s'occupe des cadres cet après-midi, ce soir. Il est d'ailleurs très élégant, ça. Très élégant ce soir. Dommage pour les téléspectateurs, mais avant la fin de ce programme, il va venir dire bonsoir à nos téléspectateurs. Espérons-le. Depuis le plateau. Parce qu'il est très chaud. J'aimerais que les téléspectateurs essaient un peu de voir comment la personne qui se cache, ceux qui évoluent dans l'ombre, les techniciens qui évoluent dans l'ombre, c'est très important. Alors, je parlais tantôt d'Élise Yanda qui s'occupe des cadres cet après-midi, chers téléspectateurs.
Et quand on monte du côté de la régie, il y a Landrinta, le jeune Landrinta qui s'occupe, ou alors qui manipule à lui seul les 15 000 boutons de cette grosse machine. De l'autre côté là-bas, on n'a pas oublié le réalisateur attitré Ben Valls. Oui, c'est lui qui me permet naturellement d'avoir toutes ces articulations là-bas à la maison. On va une fois encore faire un clin d'œil au président directeur général du groupe La Météo, M. Verdudonné, qui apprécie d'ailleurs ce que nous faisons ici à Info Télévision au quotidien. Non, sans oublier Aline Paul, la dialobienne. Elle, c'est tout simplement la directrice générale de Info Télévision et naturellement Madeleine Karim Bia, la directrice des programmes. En fait, tout le staff d'Info TV est scotché en ce moment et vous également à la maison. Tout de suite, Landry, on va prendre la première articulation, je pense bien. Exactement. D'accord. Alors, on va du côté de la régie, chers téléspectateurs, pour prendre la toute première articulation. Il s'agit de Vue sur la toile. Tout de suite et maintenant. Sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, après cette première articulation avec ces images assez drôles, et c'est tout à fait normal, hein, puisque nous sommes vendredi, hein, et c'est naturellement qu'on démarre le vendredi avec du sourire aux lèvres lorsqu'on regarde ce programme Le Monde en Relation, surtout la première articulation qui nous a présenté ces images assez drôles. Et la première image, j'aimerais à toi te poser la question, Landry Pierrette, hein, qui concerne beaucoup plus les hommes, en fait. À ton avis, chaque homme a une femme qui lui a montré que le diable existe vraiment, toi. J'aimerais croire. En fait, c'est pas moi qui le dis. J'aimerais pas croire, justement. J'aimerais pas croire que celui qui est en fond de cette image a également une femme qui lui a montré de toutes les couleurs. Si c'est le cas d'Elbas, je suis vraiment désolée. Pour ça, je m'excuse à la place de celle qui t'a fait mal, qui t'a fait cela, parce que cette citation, nos téléspectateurs ne savent peut-être pas. Cette citation vient de notre réalisateur titré Ben Valls. Voilà le réalisateur de l'émission Le Monde en Relation que nous avons là l'image. Alors il nous fait comprendre que chaque homme a une femme qui a vraiment montré de toutes les couleurs. Moi j'aimerais bien dire oui. Hein. Voilà. Donc justement pour revenir un tout petit peu. Voilà, pour revenir un tout petit peu. Que penses-tu de ceux qui disent que la femme c'est le diable? On dit souvent qu'il y a un adage qui dit chez nous les Bantous que chaque maison a sa tige de piment derrière. Ça voudrait dire que quelle que soit la personne que tu es, quel que soit l'homme que tu es, tu trouveras sûrement un jour une femme qui va te fermer la bouche comme on dit. Tu as beau être un homme influent, tu as beau être, c'est-à-dire influent quand tu passes, on se dit waouh, est-ce que ce genre d'homme vraiment peut se rabaisser devant la femme? Est-ce qu'il existera une femme qui pourra faire en sorte que cet homme-là se calme, il soit un peu différent, il se retrouve dans une autre posture? Mais lui, hein, même s'il ne l'a pas encore, il y aura un jour. Tu trouveras femme, comme on dit souvent. Tu trouveras vraiment femme. Donc, notre réalisateur n'a pas menti, cela existe
vraiment. La femme, c'est le diable, peut-être, oui. Mais Pas peut-être, parce que quand on rentre peut-être dans le quand c'est je vrai dis que l'abbé, monsieur l'abbé est là, il nous parlera, on aura, bon, je ne sais pas. On en parlera certainement avec notre invité. Notre Oui, ouvrage, notre invité, parce que quand on rentre véritablement dans les Saintes Écritures, on dit le serpent est venu dompter, tromper la femme, et l'homme a succombé, l'homme n'a pas pu résister. Donc, et du coup, le Dieu Tout-Puissant a décidé de maudire le serpent et la femme et l'homme. Tu me rappelles la phrase qui circule tous ces derniers temps sur les réseaux sociaux qui dit que la femme est capable de dire à un homme bonne nuit chérie et puis aller dire à un autre que je n'ai pas sommeil. Ouais. S'il te plaît Seigneur, prends tes filles, tu nous remets notre côte. Et la femme qui vient répondre en disant que l'homme est capable de dire telle ou telle chose à une femme et dire le contraire à une autre. Seigneur, s'il te plaît, remets notre serpent, prends tes enfants, prends tes fils. C'est une façon de dire que la femme peut être à la fois le diable et elle peut être à la fois un ange. Elle peut donner parfois du sourire. Voilà. Mal nécessaire. Mal nécessaire. Donc on fait avec. Vous ne pouvez pas vous en passer de nous dans ce côté. Alors, il n'y avait pas que cette image-là. Quand on revient un tout petit peu sur les constructions qu'on retrouve dans nos pays africains, et même ici à Yaoundé. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces quelques images-là? Certaines maisons construites dans des zones très, très... Regarde un peu celles que nous avons. Donc, il a su exploiter son terrain en élevant le mur, et maintenant au-dessus du mur, il place un appartement. Alors maintenant, quand on regarde un tout petit peu cet appartement, avec cette maison va porter comme être humain, comme matériel. Alors, est-ce que tu penses que c'est normal qu'on... C'est très 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 dangereux, Carlos. Ça revient, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu dans un reportage cette semaine. Une maison qui s'est effondrée du côté de l'Ouest Cameroun. Je ne me rappelle plus très bien la ville. Du côté de l'Ouest Cameroun, justement parce que le constructeur donnait des instructions à ses techniciens. Il fallait utiliser les mêmes poteaux qu'on a fait les fondations avec. Il fallait les utiliser pour faire également les fondations du niveau en haut, voilà. Et puis la maison, en voulant retirer les piquets, la maison s'est effondrée. C'est pour dire que quand toi, vraiment, quelqu'un qui est normal, quand tu vois cette maison-là, est-ce que tu peux prendre sur toi l'initiative ou alors le risque d'aller habiter à l'intérieur et de dire aux gens, mais attention, les bailleurs là, qui construisent souvent des maisons pour nous, pas pour nous, pour des locataires, est-ce que un jour on va aussi construire, voilà, un jour on va aussi construire, qui était construite, n'est-ce pas, dans une zone très très dangereuse. Quand on se souvient également de ce qui s'était passé, le drame qui a eu lieu du côté, du côté de Ngouaché, dans la région de l'Ouest. Si on peut revenir un peu sur cette image-là, et on en trouve toujours. Bien sûr, on en trouve. Parce que plus on en parle, c'est comme si on parlait dans les oreilles des sourds, puisqu'on en retrouve toujours. Et il y a des gens vraiment qui, pour eux, ils voient juste l'argent qu'ils dépensent, ils donnent de la priorité à la quantité d'argent qu'ils dépenseraient pour aller habiter dans ce style de maison. Ils ne regardent pas leur sécurité, ils ne regardent pas le coût de leur vie. Est-ce que leur vie n'est pas plus nécessaire ou alors plus important que la petite somme d'argent qu'ils vont dépenser pour construire, alors pour payer la location de ce côté-là? D'accord. Avant de commenter la dernière image, nous allons accueillir justement Odile Paye qui nous rejoint. Est-ce que tu peux me permettre d'accueillir Odile, s'il te plaît? De toutes les façons, tu as accueilli Odile. Parce que j'ai quelque chose à lui dire. Bonsoir Odile. Oui, bonsoir Landry. Comment tu vas? Je vais bien, toi. Ben là, le téléspectateur n'a pas encore vu Odile. J'aimerais aimer que le téléspectateur voit ce sourire-là, voit cette mine que tu as fait tout à l'heure. Et puis, je suis sûr que ça va permettre à certaines personnes, nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent ce soir, de démarrer le week-end dans de très bonnes conditions. Parce que cette mine-là, ça donne envie de changer, ça vous donne envie de sourire. On va faire un peu, s'il te plaît. Écoute, Landry, c'est pas toi le présentateur. Laisse Carlos. Bonjour, merci. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs. Désolé pour le retard, ce sont les affres du temps. Écoutez, j'arrive en pleine émission, je vois qu'elle est déjà bien engagée. Et puis je salue tout le monde et bienvenue encore au Monde en Relation. Alors ça fait plaisir de te retrouver parce que je t'ai manqué, tu m'as manqué vendredi dernier dans les contraintes du boulot, naturellement, parce qu'il fallait aller du côté des Yabassi pour réaliser un reportage. Mais Dieu merci, tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous sommes de retour et je suis avec vous une fois de plus sur le plateau. Alors, Odile, c'est le début du week-end, c'est la même question que j'ai posée à Landry. Pierrette, comment comptes-tu passer ce week-end? Ce week-end, je compte le passer
passé comme tous les autres dans la joie, on faisait un peu de fête, mais avec beaucoup de restrictions et puis tout en sachant qu'il faudrait qu'on se protège contre le coronavirus et que les jeunes continuent à étudier leurs leçons parce que la fin d'année n'est pas encore arrivée. Il faudrait que les enfants aient de bonnes notes et puis aux jeunes, je vous demande beaucoup de tolérance entre vous. D'accord. Alors, j'ai tenu à t'accueillir sur le plateau avant de commenter la dernière image. On revient un tout petit peu sur la dernière image et la dame qui est sur la moto se plaint et dit depuis le matin, je n'ai pas encore eu de client. Alors, quand tu regardes cette image, le client va rentrer où? Ben écoute, quand on voit cette image, elle est assez drôle parce que là, je pense que la dame, en fait, elle est en surpoids. On ne sait pas si on peut parler d'obésité, peut-être on peut parler d'obésité, mais je ne sais pas où elle va trouver des clients avec ce poids. Je lui proposerais de faire un régime. Je crois qu'actuellement, il y a des filles amincissant et puis de faire beaucoup de sport parce que là, ça ne présente pas bien comme image déjà pour la société. Et puis, comme je suppose que c'est une dame, une mère qui a des enfants, elle ne peut pas être un modèle déjà pour sa famille avec ce poids. Je ne dis pas que ceux qui ont du poids ou bien qui ont de l'embonpoint soient des personnes déjà à stigmatiser, non, loin de là, mais il faudrait quand même penser à sa santé et penser à la santé justement d'autres personnes qui regardent justement ce genre de personnes dans ce sens-là. Mais cette image est quand même assez drôle. Je pense qu'elle n'aura pas de clients, je crois qu'elle n'aura jamais de clients. Je ne sais pas si elle vient de commencer ce métier, mais bon, je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. D'accord. Alors, on dit, il y a le patron de l'émission, le réalisateur Ben Valls, qui voudrait qu'on revienne un tout petit peu sur la première image avant d'accueillir notre invité. La première image, chaque homme a une femme qui lui a montré, n'est-ce pas, que le diable existe réellement. Alors, quand tu regardes un tout petit peu cette citation, quand tu regardes, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une citation de frustré, d'homme qui a été blessé par un amour impossible. Parce que je pense que lorsque j'ai vu la publication, il y a quelqu'un, il y a un commentateur qui a dit, il a réagi tout de suite, mais attention Ben Valls, tu es sûr de te marier un jour? Ben Valls, je suis désolé, mais écoute, tu vas continuer à faire ta thérapie avec tes publications. J'espère que ça te portera beaucoup de chance. Mais nous, on continue à vivre et les hommes, le mal est entre l'homme et la femme. Je ne pense pas que sans homme, il n'y aura pas de femme, sans homme, il n'y a pas d'homme. Je crois qu'il y a des hommes pires que même des femmes. Il y a des hommes qui ont des doubles vies cachées. Vous voyez, par exemple, quand vous allez à un enterrement d'une personnalité ou bien de quelqu'un, on se rend compte qu'il avait 15 enfants dehors sans jamais pouvoir savoir où est-ce qu'il sortait, comment ils ont fait à l'entrée, pourquoi il sortait le matin, il rentrait le soir, mais il a quand même pu faire 15 enfants dehors. Donc je crois que le diable, c'est aussi l'homme des fois. Je suis désolé, Ben. Continue ta thérapie, beaucoup de chance aussi là. De toutes les façons, pareil, chers téléspectateurs. Là, nous sommes rendus à 17h passé 20 minutes. Qu'est-ce que nous allons faire? Je pense qu'il est temps d'accueillir notre invité et nous allons très rapidement, tout de suite, sans plus attendre, du côté de la régie, prendre cette petite virgule, histoire d'accueillir notre hôte. Tout de suite et maintenant. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous servir chaque vendredi lorsqu'il est 17h sur Info Télévision, la télévision de proximité, pour le vivre ensemble. Allez, Abbé Jean-Paul Ndjok. Abbé Jean-Paul Ndjok, j'espère que je ne me suis pas trompé. De toutes les façons, c'est notre invité, il est écrivain. Bonne arrivée. Bonne arrivée, Carlos. Bonsoir, Landry. Bonsoir, Odile. Bonsoir, monsieur l'abbé. Mais pourquoi vous répondez encore? Peut-être parce que la salutation arrive au même moment. C'est du plan en cœur. D'accord. Alors, Abbé Jean-Paul Ndjok, j'espère que c'est ça la prononciation, c'est ça votre nom. Oui, c'est un nom bantou, alors il y a abondance de haine qui ferait que la prononciation bantou soit plus équilibrée. D'accord. Alors, Abbé Jean-Paul Ndjok, vous êtes écrivain et il y a certainement plusieurs choses autour de vous. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Qui est réellement Abbé Jean-Paul Ndjok? Il est très facile de dire ce qu'on n'est pas que de dire ce qu'on est. C'est ceux qui nous observent un peu plus qui peuvent mieux dire ce qu'on est. Ouais. Peut-être que les traits, les caractéristiques générales qui peuvent abonder notre personne, c'est que je suis déjà prêtre. Ça, au moins, je me le définis dans les tâches et les missions quotidiennes.
Ensuite, j'ai fait l'étude des sciences sociales, où j'ai eu un Master 2 en sociologie et options économiques. Et enfin, je suis en train de me produire dans un terrain poétique qui condense un peu une littérature méditative et qui rentre dans les profondeurs qui relient la beauté de l'éternité. Voilà. Donc, si je peux prendre ces traits les plus rapides pour présenter ma personne, je dirais les plus visibles et les plus envisageables sont ces traits. D'accord. Alors, on parle là, on va un tout petit peu décrypter convivialité, fraternité. C'est ça qui nous réunit justement ici, cet après-midi. Alors, parlez-nous un tout petit peu de ce titre qui nous interpelle tous. Oui, le titre Convivialité fraternelle condense 75 poèmes qui expriment plusieurs choses touchant... 75 poèmes, je dis justement. Et les 75 poèmes ont tous le lien avec la convivialité. Pour autant que il y a la paix qui est ressortie, il y a la fraternité qui est ressortie, il y a même des questions d'amour, comme vous étiez en train d'en parler tout à l'heure, qui en sont illustrées, et davantage qui se terminent par des questions, je dirais encore de valorisation, tant au niveau du repas, qui est déjà un prisme africain de convivialité, que de la mer, qui est celle qui génère une société, qui la fait monter jusqu'à sa maturité. Donc, dans cette convivialité, on essaie de voir l'espace où l'homme a besoin de s'engranger, de récréation, de joie, et je dirais même davantage la possibilité d'accueillir l'autre que de lui donner un peu de lui-même pour une vie nécessairement joviale et mieux encore au-dessus des affres douloureuses et des affrontements. Alors, Landry, tu as certainement une préoccupation. Oui, Carlos, parce que c'est très impressionnant, un poème un recueil de 75 poèmes. Là, c'est très impressionnant parce qu'on sait que la poésie, c'est un genre pas comme les autres. Beaucoup de personnes, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains préfèrent mettre la poésie de côté et s'intéresser beaucoup plus au roman, au théâtre, parce que ce sont des genres un peu faciles à rédiger. Et là, maintenant, on a un recueil de 75 poèmes, pas 10, pas 15. Je crois que peut-être c'est la première fois qu'on ait ce genre d'ouvrage sur ce plateau. Alors, je veux savoir pourquoi avoir choisi ce genre, la poésie. Il faut déjà dire que la poésie est plus méditative que le roman. Parce que dans le roman, on présente certainement une histoire qui a trait avec son espace et son temps, et peut-être que qui tend à corriger les mœurs, et en proposant un peu de modèles de vertu. Donc, le roman table un peu plus fortement dans l'actualité, qu'en rentrant dans la poésie, on est dans l'élément qui tâte et qui vit le pouls de l'univers. C'est-à-dire, ceux qui écrivent des poèmes ont cet affrontement entre eux-mêmes et l'univers des mots qui finit par étriquer le sens de ce qu'ils ressentent et qu'ils ont à partager. Et pour un prêtre, c'est plus facile, parce que le prêtre est l'homme du texte. C'est le contact quotidien avec le texte qu'il explique, et finalement, il finit par se l'imprimer de l'intérieur et le ressortir, je peux dire, par des vers qui peuvent être, à mon sens, ce qui pourrait permettre que, chrétien ou pas chrétien, on puisse avoir un sens de la vie, le densifier. Oh oui, bonjour monsieur l'abbé, j'espère que vous vous sentez bien sur le plateau quand même. Bien sûr, merci. Ok, d'accord. Nous avons le livre Convivialité fraternelle. On va vous parler de la fraternité parce que j'ai commencé à feuilleter, j'ai vu cet enfant-là, il y a beaucoup de poèmes qui vont au sens peut-être de la société, au sens peut-être de l'impressionnisme, sur les effets de la société, ce qu'on vit au jour le jour. Est-ce que ce sont des histoires vécues ou bien est-ce que ça vient simplement de l'imagination où vous retranscrivez un peu ce qui se passe déjà dans notre environnement? D'où vous vient justement cette inspiration? Le problème, c'est si on pourrait calibrer l'inspiration poétique, il faudrait dire qu'on n'écrirait pas plus de 20 poèmes par an. Donc, arriver à 75 poèmes, dites-vous bien que c'est le dur labeur de plusieurs années, où il fallait revenir quelquefois, purifier certaines images et peut-être leur donner encore le blason d'une vue qui avance et qui a certainement aussi des points de réfaction. Mais là, l'inspiration viendrait du fait que, comme prêtre, qu'on est livré à la société qu'on observe tous les jours. On a de notre côté les textes sacrés dont on veut être le commentateur, le traducteur, au milieu d'un peuple qui a besoin de prendre sa force, son soutien et sa relais. Du coup, on est là en train de vouloir faire des propositions, des choses que nous avons méditées au fond de notre cœur,
mais en leur proposant, il faut que l'homme de tout temps, l'homme de tout espace, soit en train de leur recevoir et de comprendre un peu un leitmotiv qui l'amènerait à être mieux avec les autres et à comprendre qu'il peut les valoriser autant mieux qu'il se valorise lui-même. D'où vient cet attrait justement pour la littérature, notamment justement et entre autres la poésie? D'où vient ça, cet attrait-là? Pourquoi avoir choisi ça, d'écrire? Étant prêtre déjà, vous avez dit... Et comment parvenez-vous à joindre les deux Je dois dire que c'est un héritage en même temps familial et aussi une ouverture littéraire qui m'a été donnée dans ma vie. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans la littérature? Mon propre père aimait trop la littérature classique. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'en parlant d'inspiration libre, d'origine africaine, il y a quelque chose qui se densifie. C'est que je ne casse pas totalement le classique dans l'ouverture à cette modernité qu'on africanise. Mais il reste que la bibliothèque de mon père portait beaucoup plus les fables de La Fontaine qui étaient versifiées, portait beaucoup plus les textes de Molière, et de Pierre Corneille. Du coup, c'est un registre, un rythme qui a commencé par façonner... Vous êtes en littérature française simplement? La littérature française a commencé dans ma jeunesse à avoir, je peux dire, cette impression des premiers pas à se redonner en moi. Aussi, les enseignants de littérature ont pu permettre que cela puisse être mieux poussé et mieux élaboré. Si bien qu'à la longue, cette marque qui est restée en moi dans l'observation de la société a fait qu'avant que je ne devienne prêtre, j'étais déjà observateur d'une société dans laquelle je vivais et où il y avait une nette, je pourrais dire, impression qui commençait à se dégager. Je peux commencer la poésie étant prêtre. Peut-être qu'il y a d'autres recueils qui pourront facilement piocher ma jeunesse. Bon, alors, si je comprends bien, c'est le premier? C'est celui que je sors dans le visage du prêtre, là, mais il y a les folies adolescentes qui m'ont tellement marqué, ou 75 même c'est petit. Il y a 120 poèmes annoncés. Alors justement, moi je vais revenir sur le poème, j'ai essayé de parcourir. Il y a un poème qui m'a marqué, je veux comprendre. Arrête de te plaindre. De quoi est-ce qu'on parle à l'intérieur de ce poème? D'accord. Vous savez, dans un certain type de relationnel, le poète se met à la place de tout le monde pour essayer de parler à une multitude humaine et par rapport à un auditoire qui est multiple et diversifié. Du coup, arrête de te plaindre est un relationnel très fermé où on finit par se découvrir que celui qui est en face de vous se plaît à parler à l'extérieur des choses qui concernent, je pourrais dire, un lien de collaboration, un lien de partage et un lien de vie. Arrête de te plaindre ici, c'est comprends que tu te plains chez des gens qui ne pourront jamais arranger le problème entre toi et moi. Parce que dans une certaine convivialité, les problèmes se règlent entre deux. Alors, et quand on parle de secret douloureux, de quel secret s'agit-il? Est-ce que c'est un secret qui porte sur c'est un secret sociétal ou alors c'est un secret personnel que vous transcrivez à l'intérieur de ce poème? C'est un secret sociétal et social. C'est-à-dire, je voudrais les combiner tous les deux. Sociétal dans la mesure où ça décrit une société et ça finit par toucher un agent qui est en activité dans la société. Donc, le secret douloureux retrace une personne qui pratiquement était têtue à l'endroit de ses aînés et qui retrouve que même à son égard, finalement, il reçoit des coups de tête. Alors le secret douloureux, c'est de dire, je reviens vers vous aujourd'hui en comprenant que vos difficultés que vous avez eues avec moi auraient été meilleures que si jamais je comprenais quels étaient les vrais enjeux et la gageure qui consistaient à ce qu'on s'entende et peut-être que qu'on mutualise un ensemble de rapports, peut-être qu'aujourd'hui se sent biaisé et troublé entre moi et ceux qui me viennent après. Alors, on a également regardé, on a également vu Je veux la paix, tous derrière ta victoire. Quand on regarde un tout petit peu tout ce que nous vivons dans notre continent en général et dans le pays, au Cameroun en particulier. Parce que c'est pour ça que j'aimerais savoir Je veux la paix et tous derrière ta victoire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je veux la paix a quand même le sens d'une littérature engagée. Pour autant qu'au sein du Cameroun actuel, nous avons la crise au Nozo et pratiquement Boko Haram qui au nord est en train de faire pas mal de ravages. Cette paix voudrait ramener des gens, comme j'ai dit, dans un verre, sur un lit doux et un sommeil simple. Donc, ici on a besoin de retrouver que ce Cameroun meilleur, oh mon Dieu,
quand on était en train de monter sur la colline de Kumbo, qu'est-ce qu'il était bon d'y être avec un vent du matin qui était frais. Et aujourd'hui, on ne parvient plus à se retrouver dans la mesure où c'est devenu un lieu complexe où les gens se tirent dessus. Je veux donc la paix, c'est permettre à ceux qu'on soit capable de parcourir ce pays ô combien immense et vaste d'originalité. Je veux la paix, c'est la signification même d'avoir cet accalmie où les gens dorment sans avoir peur qu'au lever du jour serait tiré dessus. Et par rapport à l'autre titre, tous derrière ta victoire, c'est montrer qu'on n'est jamais seul. Il n'est pas normal, même si on ne s'entend pas avec son frère, qu'il soit à un certain niveau de réputation sans qu'on ne puisse se soutenir. Dans la mesure où, même le fait de l'entourer, de venir le voir, devient déjà, je peux dire, un encouragement pour qu'il aille jusqu'au bout. Je vois donc ici une certaine Afrique où les frères ne s'encouragent pas. Je vois déjà les équipes nationales lorsque ça se joue. Lorsque l'équipe féminine camerounaise est battue par le Nigeria, quand le Nigeria joue, les Camerounais ne veulent pas regarder le match et veulent combattre l'équipe féminine du Nigeria. Alors ça fait que, même dans une instance mondiale où les Africains sont en face d'autres équipes de continent, je pourrais dire d'ailleurs, on retrouve toujours ce complexe que face au Mexique, je veux qu'on tape l'équipe du Nigeria. Ben non! Il y a lieu aujourd'hui de comprendre que plus que nous sommes tous frères, même si mon frère arrive à me dépasser, à me taper, que je me range derrière sa victoire pour que là, la gloire de la famille soit plus élevée. Alors, est-ce à dire que c'est un livre justement qui traite des sujets émotionnels, parce que là vous parlez tout à l'heure justement du football où on n'arrive pas à supporter une équipe. Vous savez quand même que ce sont des émotions et puis on a justement à cœur de soutenir une équipe quelconque, entre autres la sienne. Donc je pense quand même que c'est un problème émotif. Vous avez fait des sciences sociales. Est-ce que vous pensez que c'est un changement de comportement que vous aimeriez avoir dans ce résultat avec ce livre de la société? Vous avez fait des changements, vous avez fait des sciences sociales, parce que là vous parlez beaucoup de la société, beaucoup de l'homme en fait. Ici, je ne parlerai pas d'émotion, mais d'éducation de l'émotion. Parce qu'en réalité... Donc c'est dans le changement de comportement qui vous impose, cette littérature. En réalité, parce que je dirais littérature engagée, dans la mesure où, pour autant que notre émotionnel n'est pas tamisé, on se retrouve très facilement à commettre des actes qu'on regrette dans un futur. Donc vous pensez que c'est un recadrage psychologique, social et... recadrer l'émotionnel pour faire que le relationnel prime. Une psychothérapie en fait. Si on pourrait le dire, pour les mœurs africaines qui sont en train d'aller. Oui, justement. C'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique reparte de cette convivialité qui est ancestrale, où on a encore besoin aujourd'hui d'embrasser le frère sans essayer de mal parler après, et où, sans hypocrisie, on est capable de lui dire un je t'aime qui est vrai. Par rapport au fait que notre réalisateur se plaignait tout à l'heure, son cœur n'était pas en place. Alors je dis, Ben a certainement eu le coup dur parce que l'émotionnel n'a pas été éduqué, et du coup on pourrait lui montrer un visage alors qu'un autre pouvait être appliqué au lendemain. C'est la fidélité à soi, et cette fidélité aux notions de fraternité qui sont présentées ici dans ce recueil. Exactement. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as une autre question en rapport avec les... Parce que moi, je voulais venir sur le processus d'édition, donc je ne sais pas. Oui, bon, ok, il faut y aller, parce que là, ma préoccupation était justement de savoir, parce que nous savons généralement qu'à chaque activité, c'est réalité, vous en savez quelque chose. Alors, vous avez certainement connu pas mal de réalités pour mettre sur pied. Surtout du côté de l'édition, du processus d'édition, je voudrais bien savoir comment est-ce que ça s'est passé, ça a été facile ou alors vous avez connu des difficultés qui ont parfois fait en sorte que convivialité fraternelle reste dans le tiroir peut-être pendant plus d'une dizaine d'années, je ne sais pas. Oui, il faut déjà dire que le recueil est près de plus 7 ans. Mais la volonté de le relire déjà et de l'adapter à un public qui saurait mieux le comprendre sans que l'intermédiation de ma personne soit obligatoire m'a amené à rencontrer d'autres personnes avec aussi cet effort de pouvoir devenir pédagogique dans cette œuvre. Nous nous sommes ramenés à simplifier les expressions et à le rendre accessible à tous. Mais déjà, il faut dire que j'ai attendu le bon moment. Parce que je me suis présenté à plusieurs éditions, mais toujours était-il que le langage de l'argent était premier, sans qu'on ne puisse voir cette promotion d'une œuvre littéraire, peut-être même qui peut même cacher
son écrivain, mais qui montrait déjà la beauté, parce que la couverture seule en dit long. Celui qui m'a proposé cette couverture-là a eu mon sourire au premier instant en lui disant c'est ce que je rêvais, mais peut-être qu'il n'était pas assez sûr et certain. Du coup, ces différents problèmes que les écrivains rencontrent aujourd'hui avec des éditeurs qui font du business pur ne donnent plus au livre sa grandeur et peut-être même les recollections ne laissent même plus cette sérénité pour que celui qui écrit, qu'on le demande, relis-toi toi-même pour que ce que nous allons produire soit à l'image et à la qualité, la personne que tu veux donner à la société et les idées que tu veux transmettre à un monde qui a tant besoin et qui a même soif de la bonne littérature. Malgré l'édition qui a accepté de publier cet ouvrage, est-ce que vous n'avez pas rencontré avec peut-être cette maison d'édition des changements? Ça a été facile pour vous? Des modifications. Voilà, des modifications à l'intérieur de cet ouvrage. Est-ce que, si oui, ça a été facile pour vous d'accepter, enlever un certain nombre de choses, de les remplacer par d'autres à l'intérieur de cet ouvrage? Je dois déjà dire qu'il y a pas mal de professionnels qui ont apprécié mon texte avant. Si bien que quand j'étais en train d'arriver aux éditions de Midi, il y avait déjà bon nombre de choses au pain fin revisé et tout était fin prêt. Du coup, ce texte n'était qu'à paraître, en principe, parce qu'il y a pas mal d'experts au Cameroun et hors du Cameroun qui ont jeté un coup d'œil. D'autres personnes ont même commencé à aimer les textes avant que le livre ne soit produit. Du coup, j'avais déjà le devoir une façon de dire le livre a été bien accueilli. Oui, avant même. Parce que maintenant, il faut le mettre dans un public élargi où ce ne soit plus un faisceau d'amis très limité qui épluche des textes, mais un peu plus des idées aussi véhiculées qui peuvent aider plus d'une personne et faire à ce que la littérature saine, qui guérit l'âme, qui reconforte la pensée, et qui l'amène au large des difficultés à les dominer, à les dépasser, soit quand même donné à tous qui pourront se trouver à côté du livre ou bien s'en procurer. D'accord. Merci beaucoup, Odile. Je pense qu'on va, puisque là, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous sommes rendus là à 17h passé de 40 minutes. On va passer à cette autre... j'y arrive, articulation très importante. Il s'agit de Actubuzz et avec des unes très très intéressantes que nous propose Ben Valls, le réalisateur. Tout de suite et maintenant. Merci beaucoup à Landrinta du côté de la diffusion pour c'est une très intéressante. Bon ben c'est vrai, on n'aura pas trop de commentaires là-dessus. Bon ben il faut retenir déjà que Wongli Massaga, ce grand homme, oui, qu'on appelait notre Che Guevara au commandant Kisamba, voilà, il s'en est allé et on retient également Samuel Eto'o, ambassadeur itinérant. Je pense que c'est aussi une belle chose. Ça veut dire que l'Afrique, tout à l'heure, comme le prêtre le disait, il faut toujours s'aimer. Et voilà,
on lui donne une reconnaissance qui, au Cameroun, qui n'est pas réellement son pays, qui est un pays voisin. Je trouve que c'est une belle chose parce qu'il va ouvrir une école justement de foot là-bas et puis il va faire beaucoup d'investissements, comme il l'a dit sur sa page aussi. C'est une belle chose. Et moi, je trouve que c'est appréciable déjà d'avoir le président tchadien, Idriss Déby, qui lui a donné justement cette distinction. Et cette autre actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, cette commerçante qui a carrément giflé un sénateur du côté de Kribi. Donc voilà. Il se passe des choses dans cette ville de Kribi, ça. Bien, alors sans plus attendre, on passe, n'est-ce pas, à la thématique du jour, la thématique de cet après-midi. Alors je commence par notre invité, parce que c'est lui notre hôte. Alors, que pensez-vous de l'homosexualité, monsieur l'abbé? Je dois commencer par dire qu'il y a un texte du pape qui est très mal interprété en ce moment-ci même, où on a l'impression qu'il est en train de supporter l'homosexualité, alors que Dieu condamne le péché, pas le pécheur. Parce que le pécheur est une personne qui est en cours de transformation, l'homme étant une histoire sacrée. Mais en revoyant cette lettre qui fait couler beaucoup d'encre de salive pour l'instant, je voudrais revenir au fait que il y a quand même un problème de la création. Aussi Dieu a créé l'homme et la femme et leur a donné la possibilité d'être féconds et de remplir la terre avec leurs enfants. C'était pas pour que le plaisir soit premier entre les hommes de même sexe et que cela puisse être répandu. Parce qu'à la fin, on pourrait être très aimant vis-à-vis de son frère, mais si cet amour doit aller dans l'échange d'intimité, moi je pense que personnellement il y a une aberration comportementale. Déjà que les semblables peuvent s'attirer dans la complémentarité et non pas dans le sens d'aller mixer leur intimité au point où on ne puisse plus maintenant savoir à quoi sert, je peux dire, ces rapports d'intimité. C'est pas la procréation, alors mieux vaut encore fermer la fenêtre. Alors, donc vous pensez que le pape, dans sa lettre, il a voulu tout simplement mettre les semblables, c'est pas pour être ensemble, pour, je peux dire entre guillemets, se marier et autres. Donc, c'est pas dans ce sens? Je pense que le pape prêche du côté de la tolérance et de la réconciliation, avec des gens qu'on trouve comme des munis d'une certaine démence dans leur comportement et que la société repousse fatalement. La volonté donc de pouvoir accepter des gens d'une certaine vie qui peut-être, ma foi, ne cadre pas avec les attentes sociales, et ici que le pape dit, faut pas juger. Je pense qu'il est dans le faut pas juger. Et du coup, dans ce faut pas juger, ça commence à devenir comme dire faut pas juger, ça veut dire je suis pour. Mais je crois que c'est pas totalement ce que dit le texte. Mais moi je pense que je peux un peu m'arrêter là-dessus. Je pense quand même que quand on dit voilà, il faudrait pas juger, il faudrait c'est une acceptation aussi, parce que il y a des pays qui acceptent l'homosexualité, on peut se marier, il y a le lobby LGBT, il y a, je sais pas, les transgenres, ça commence déjà à prendre de l'ampleur, même dans les diffusions audio, télévisuelles et entre autres, on essaie déjà d'implémenter ça déjà dans les sociétés, même en Afrique déjà, je crois qu'en Afrique du Sud, il y a quelques pays déjà en Afrique qui commencent déjà à accepter l'homosexualité et que ça sera vulgarisé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on perd un peu les valeurs africaines, les valeurs éthiques, culturelles, déjà même la déontologie africaine de nos cultures, ils sont déjà en train de se perdre avec justement cette acceptation de l'autre d'une manière, ce comportement qu'on juge un peu abscon, quelque part un peu dénaturer déjà l'être humain, dénaturer la personne, parce que si on en arrive à pouvoir tolérer l'homosexualité, bientôt on va tolérer la zoophilie peut-être. Vous ne pensez pas que c'est un peu exagéré pour le Saint-Père déjà d'en arriver là et lui dire tiens voilà, il faudrait tolérer, c'est une porte ouverte déjà quelque part à l'homosexualité dans le monde, la mondialisation, un peu dans ce sens que moi je vois un peu cette caricature du Saint-Père. En réalité, vous n'avez pas tort. Voilà. Je ne peux pas vous donner tort à 100% dans la mesure où l'Église reste un peu comme la dernière barrière contre les égarements de l'humanité, surtout avec la post-modernité qui a annoncé la mort de l'homme. Voilà. C'est-à-dire, l'homme est comme une donnée passée. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un être dionysaque livré à ses plaisirs. Et du coup, ces plaisirs vont sans frein, si bien que pour autant qu'il a les moyens économiques de se donner l'autosatisfaction, rien n'arrête plus son désir et la volonté de conquérir ce désir et de l'accomplir. Ben, vous avez raison dans ce sens, mais dans l'autre, moi je pense que c'est un problème pour les familles de rééduquer. Rééduquer le sens
des jeunes garçons qui commencent à avoir des signes déviants et les aider davantage à comprendre que le lien affectif qui est constructif est celui entre l'homme et la femme. C'est une rééducation qui doit rentrer dans les familles. Mais est-ce que soit justement de l'Église catholique de rééduquer au lieu d'aller dans ce sens? Justement, si on s'attarde au mot « faut pas juger », est-ce que le mot « faut pas juger » ces personnes-là, c'est pas une façon de libérer la conscience de ces personnes-là? Est-ce que parce que un jeune qui est dans ce style de vie-là, voilà, dans ce style de vie, et puis écoute cette parole-là, est-ce que ça ne va pas encourager ou alors ça ne va pas donner libre vent à ce jeune-là de continuer dans cette lancée, même s'il recevait peut-être derrière lui des intrigues ou alors des violences de sa famille, de ses amis. Et quand il suit ce genre de choses, ce genre de paroles, est-ce que ça ne pourrait pas l'encourager à continuer dans cette lancée-là? Oui, il y a un problème d'exclusion sociale que le pape essaie de combattre par rapport à un groupe de personnes qui, dans les orientations sexuelles, se trouvent un peu rejetées et casé. Mais le problème ici, c'est que ce message doit être relayé par les prêtres et les évêques maintenant, à faire comprendre les familles que le devoir est de limiter ce fléau au maximum, mais ceux qui sont devenus des arbres tordus, ne les rejetons pas. Comment peut-on faire maintenant pour qu'il y ait un cadre de socialisation qui permette à ceux que peut-être qu'ils retrouvent cette fécondité homme-femme pour qu'ils ne se garent pas en réalité. Moi, je trouve qu'il y a de l'égarement, personnellement, parce que je suis africain et là, je ne peux pas regarder le sacerdoce avec les yeux qui ne touchent pas le cœur de l'Afrique, parce que même dans le sémitisme, ce lien n'était pas homosexuel. Mais je est-il que le pape voudrait un peu porter les minorités et ne pas les laisser en proie vers la majorité qui veut les écraser et faire à ce qu'ils disparaissent. Moi, je crois. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Chers téléspectateurs, les filles, on va prendre très rapidement, en quelques secondes, la dernière articulation, parce que là, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre programme. On va prendre la dernière articulation, le détecteur des mensonges, et c'est une affaire entre Landry, Pierrette et, bien évidemment, notre invité, tout de suite et maintenant. Ben là, le frère, il était en train de plaider, je sais pas. Mais t'es méchante. Il était en train de plaider pour la cause. C'est de la méchanceté. Je suis désolée, monsieur l'abbé, je suis désolée. Là, c'est la coutume de l'émission Le Monde en Relation. La rubrique Le détecteur de mensonges s'adresse à tous nos invités qui passent sur ce plateau. C'est vrai que ce soir, je vais tenir compte de votre posture de prêtre et ne pas un peu être très exigeante sur un certain nombre de choses. Alors, merci d'avance. Voilà. Mais ça n'exclut pas que la rubrique va être reportée, mais on va quand même y aller. Alors là, le détecteur de mensonges, c'est une rubrique qui consiste à vous interroger sur un certain nombre de questions. Alors la toute première, elle est celle de quelle était la première question que vous avez reçue, la toute première interrogation que vous avez reçue sur ce plateau quand vous êtes arrivé, la toute première? Je crois que là déjà je suis coincé. Je peux commencer à parce qu'il y a une question suivante. Quand vous avez raté la toute première question, il y aura une question suivante un peu plus osée. Parce que la toute première interrogation, elle était celle de savoir est-ce que sur la prononciation de votre nom, vous avez répondu oui, c'est bien la prononciation parce que c'est un nom bantou rempli de N. Voilà, c'était la toute première interrogation. Alors la deuxième question qui est un peu plus osée, alors je veux savoir, c'est un peu très curieux, compte tenu que vous êtes un homme spirituel, est-ce que vous avez des fantasmes sexuels? Non, pas des fantasmes sexuels. Justement, parce que c'est un nom spirituel, je veux justement savoir s'il a des fantasmes, que ce soit dans n'importe quel plan de votre vie. Ça peut arriver du moment où l'inconscient en nous, comme disait Freud, fait souvent émerger en surface un certain nombre de désirs qu'on ne maîtrise pas totalement. Mais pour autant que la spiritualité nous permet de nous recadrer et de revenir les pieds sur la terre, on se bat à nous rééquilibrer et à aller de l'avant. Alors si on comprend bien, ça voudrait dire que parfois c'est un fantasme surgit souvent et puis voilà, mais le cadre est
Élisée, s'il te plaît. Et le cadre et la posture que vous occupez vous oblige à vous ramener ou alors à vous recadrer. C'est bien ça. Je pense que c'est un problème qui est plus humain, qui n'est pas à mettre dans l'ordre d'une profession ou d'un individu. Et pour autant que c'est humain, chaque posture sociale a besoin d'une certaine réserve, un dépassement de soi et une avancée concrète pour vivre ce pour lequel on a une mission. D'accord. Merci. C'est la première fois qu'on reçoit un prêtre, un prêtre. Ah ouais, c'est ça fait vraiment plaisir. C'est un programme béni. Un programme Merci béni, beaucoup. surtout que c'est après un an. D'accord. Je suis sûr que cet anniversaire qui arrive très bientôt, ça serait... Ok. Merci beaucoup, Abbé Jean-Paul Ndidjok, d'être passé sur le plateau. Et surtout, bon vent pour ce livre. Les filles, merci, on se donne rendez-vous vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Ah, ben bien sûr, on sera là, Lorsqu'il sera 17h. Merci infiniment à Élisée Yanda du côté des cadres. Merci à Ben Valls, merci à Landry. Tout à l'heure, lorsqu'il sera 18h, retrouvez le grand soir, Serge Bondier et tout son panel. Allez, quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 17h, s'il plaît à Dieu, sur le même plateau pour la même cause. Allez, excellent début de week-end à toutes et à tous et à vendredi prochain. Au revoir.